quand on vient sur le cas du Bénin, mais c'est une guerre entre amis, si j'ai bien compris, hein. Puisque Olivier Boko, le pauvre, on dit qu'il allait même chez le président quand on l'a arrêté. Mais et c'est la nuit, ils ont l'habitude de se voir la nuit. Gilles, tu ne peux pas te lever à Lomé pour aller chez le président au-delà de 23 heures. Pour faire quoi? Est-ce qu'il t'a invité? Non. Mais si tu as l'habitude d'aller prendre ton café avec lui le soir et échanger sur la vie, c'est normal que tu puisses aller chez le président. Donc voilà, ici, c'est un ami. C'est plus qu'un ami. C'est un frère. Donc, c'est un frère avec qui on boit le champagne ensemble, un autre ancien ministre qui est aussi un homme de confiance et un chef militaire, te vous dirais, qui quand même n'est pas n'importe qui. Mais tous, c'est des proches de Talon. Donc, ces gens-là, qu'est-ce que je disais ça tantôt avec mon ami, ces trois-là. Est-ce qu'ils voulaient vraiment faire un coup d'État? On laisse la justice faire son travail. Nous n'avons pas à dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ils auront le droit de prendre leurs avocats, ils vont être défendus. Donc je crois qu'il n'y a rien à craindre de ce côté, mais il faut qu'on se dise la vérité. Olivier Boko, je ne le connais pas, hein, j'entends souvent parler de lui comme le bras droit de Talon. Boko qui n'est pas mon frère malgré son nom. Voilà, tu aurais dû en profiter toi. Parce que le type, il roule sur l'or. Encore que sa femme dit qu'il donne de l'argent, tu peux avoir même les vertiges. Hein? Voilà, voilà. Et il roule sur l'or, hein, il nage dans l'argent. La preuve, combien on prend chez Homeki? Mais 1,5 milliard, Gilles, soyez sérieux, 1,5 milliard, même en coupure de 10 000, ça fait beaucoup. Il faut vraiment une 4x4 robuste pour transporter ça. Donc tous ces gens-là, ils sont amis. C'est des amis. Et les amis, il faut comprendre quelque chose en Afrique, et c'est valable partout dans le monde. Si ton ami vient au pouvoir, tu ne dois pas te considérer comme un coprésident. C'est pas possible. Le vieux grec Sénèque disait qu'un ami au pouvoir est un ami de moins. C'est-à-dire que vous êtes 15, 20 amis, et puis un jour, quelqu'un d'entre vous devient président, comptez le moins. C'est-à-dire que vous êtes maintenant 14 au lieu de 15. Un ami au pouvoir est un ami de moins, et c'est normal. Le président ne peut pas venir au pouvoir, et puis bon, on fait rassemblement des amis. Les amis, c'est pas le parti politique, c'est les partis politiques qui portent les gens au pouvoir. Donc je crois que Olivier Boko, se croyant déjà à la place du prince. Mais il n'avait pas totalement tort, il a su quand même patienter pour attendre la fin du deuxième mandat avant de vouloir Attends, il a su patienter, on lui devait quelque chose? Il a le droit aussi de... Donc tous les 12 millions de... Ils sont combien de millions? 12 ou 14 millions de 12 à 13 millions, je pense. 12 à 13 millions. 13 millions, donc tous les 13 millions aussi ont patienté parce que chaque Béninois peut être président. Parce qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas que des gens croient que le pays leur doit quelque chose. Le pays ne doit rien à personne. S'il doit, il doit à tous ses enfants parce que tous ses enfants contribuent à la construction de ce pays. Donc, pour me résumer, c'est pour dire que tentative de coup d'État en Afrique de l'Ouest, c'est une maladie, une vieille maladie qui continue. Et maintenant, entre le Burkina et le Bénin, il n'y a absolument rien à comparer. Absolument rien. Bon, on va revenir en détail sur ces deux tentatives, mais je voudrais qu'on creuse davantage les causes profondes de ces coups d'État. Est-ce qu'il n'y a pas raison de s'interroger sur les modes de dévolution du pouvoir? Est-ce que c'est parce que ces modes sont corrompus, dévoyés, galvaudés? Parce que quand c'est difficile d'ouvrir la porte, le seul moyen qui reste, c'est de forcer. Est-ce que c'est le cas parce que les modes de dévolution du pouvoir sont devenus, se sont rouillés, que des individus pensent que la seule façon de prendre le pouvoir, c'est par les armes? C'est ce qui nous arrive en Afrique de l'Ouest. Watuwele, Honimbo. Non, mais malheureusement, c'est ça. On parle aujourd'hui du Bénin, du Burkina Faso. Quand vous prenez le cas du Bénin, par exemple, je ne justifie pas les coups d'État, encore que je les condamne faiblement, parce qu'un coup d'État, c'est un saut dans le vide, et on ne sait pas ce qui va se passer les heures, les mois et les années à suivre, comment on appelle, de ce coup d'État. Et donc, je condamne faiblement. Mais je dis, quand vous prenez tout votre temps de gouvernance pour exclure les gens
de la participation à la vie de la cité. Quand vous prenez tout votre temps à exclure des parties de la population, à aller voter, mais c'est que ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations des plus énormes. Moi, qui suis ici avec vous sur le plateau, j'ai voté au Bénin maintenant. J'ai voté en 2016. En 2019, j'avais refusé de voter parce que les gens qu'on m'a obligé à voter, c'est-à-dire les candidats ou les partis politiques qu'on nous a présentés, c'est que c'est des partis auxquels je ne me retrouve pas. C'est des partis politiques qui ont des agendas politiques qui sont les miens. Je ne me retrouvais pas. Et donc, je n'avais pas voté. Donc, vous avez été empêché d'être candidat, selon vous? Non, on m'a empêché en réalité de voter. Et c'est comme ça s'est passé un peu partout. Beaucoup de Béninois ont été emprisonnés pour ça. Parce qu'ils se disaient, non, on ne peut pas nous empêcher de participer à des élections. Et le même scénario s'est produit en 2020. Le même scénario s'est produit, comme on appelle, en 2021. Donc, je dis quoi? De l'exclusion, comme le disait Kémy Séba, c'est de l'exclusion de l'homme ou d'un peuple, pas un autre, n'est la volonté pour l'entité ostracisée, exclue, de constituer sa propre puissance. Maintenant, est-ce qu'il faut constituer sa propre puissance à partir des coups d'État? Je ne pense pas que ça soit la meilleure formule, parce que les coups d'État, comme je le disais tout à l'heure, c'est un saut dans le vide et on ne sait pas ce qui va se passer les temps à venir. Mais il faut qu'on arrête d'exclure, de trouver les moyens, les voies et moyens d'exclure les gens des processus électoraux. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes bon, vous êtes un bon dirigeant, ouvrez juste le jeu, les gens vont participer, les populations vont se dire, ouais, nous avons nos candidats, nous avons nos partis politiques qui sont bien représentés, nous allons participer, et puis ça passe. Mais si vous continuez pas à exclure, ça crée de la frustration. Et des frustrations aujourd'hui qui emmènent les gens à penser que c'est pas un coup d'État, ils peuvent se faire entendre, ils peuvent, comment on appelle, prendre le pouvoir, et c'est triste. Oui, Sogoyo Kegewe, je voudrais qu'on parle du Burkina, mais il me semble que vous avez quelque chose d'important. Non, j'ai dit que vous parlez du mode de dévolution du pouvoir qui fait que les gens font coup d'État. Mais écoutez, personne ne peut faire l'apologie du coup d'État. Parce que c'est des bouleversements inattendus. Absolument. Et quand on dit il y a coup d'État, il ne faut pas regarder seulement le président qu'on a renversé. Il faut regarder tout un écosystème autour du président, dans le peuple, dans la population. Qui chamboule du jour. Tout ce qui crée des frustrations, des haines supplémentaires. Parce que les coups d'État créent des haines supplémentaires. Donc il vaut mieux, par une élection normale, élire un président accepté de tous, soutenu de tous, et qu'on se mette après, dès que les élections finissent, que les gens se mettent au travail au lieu de passer le temps à faire l'apologie de non, on m'a volé, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui... Ça ne sert à rien. Maintenant, élection démocratique. Vous avez vu vous-même les échantillons que nous a servi Robert Bourgi. Donc vous avez vu le modèle d'élection démocratique en Afrique dite francophone. Depuis les années 90. Mais bien avant. Attends, depuis toujours. Bon, donc comment veux-tu que dans un pays où on a fait coup d'État, Burkina, Mali, Niger, il n'y a pas eu une goutte de sang versée, du moins pendant le coup d'État. Et dans un autre où démocratiquement élu, plus de 3000 cadavres, et on ramasse quelqu'un, on l'envoie à la justice, et puis aujourd'hui, brusquement, on apprend que le type qui a été arrêté, en fait, c'est lui qui a gagné les élections, et que c'est l'autre qu'on devait amener à la justice à La Haye pour justifier les 3000 morts. Est-ce que ça te donne vraiment envie, dans nos précarés, d'avoir un président démocratiquement élu? Mais est-ce qu'il faut toujours un moyen par lequel on aura le pouvoir, disons, de diriger son pays? Les Africains, depuis que nous sommes indépendants, si tel est que nous étions indépendants, auraient dû imaginer des formes de dévolution de pouvoir. Écoutez, quand tu prends un pays comme le Bénin, quand tu prends un pays comme le Ghana, c'est des pays qui ont connu des royautés. Ils ont connu des royaumes puissants, on les connaît. Le royaume d'Abomey, Porto Novo, tu prends les royaumes Ashanti au Ghana. Mais ça veut dire qu'il y avait une façon, je ne dis pas qu'il faut faire le royaume et faire succession familiale, non. Mais je dis qu'il y avait quand même des voies et moyens d'accéder au pouvoir qu'on peut explorer, nos juristes peuvent explorer et concevoir quelque chose qui puisse nous aider à gérer nos pays. Sinon, les démocratiquement élus, les fake démocratiquement élus, sont plus dangereux que les putschistes.
C'est à cela que nous devions nous rendre compte de tout cela. Oui, mais Excellence, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse. C'est pas tant l'histoire des démocratiquement élus ou non qui me préoccupe, mais ce qui est affligeant à mes yeux, c'est le silence parfois qui entoure ces révélations quand même qui sont extrêmement graves. Ce que votre ami Robert Bourgi a révélé la dernière fois. Que Dieu me garde, je ne le connais pas. Le rôle joué par des présidents de notre pays, en l'occurrence Sarkozy, non. Et qui victifie un président, entre guillemets, élu. Oui. Et son rôle dans l'assassinat de Kadhafi, mais tout ça, on écoute, on se tait, on ne soulève pas le débat. Moi, ça me dérange. Attends, quel débat tu veux soulever? Le vaincu ou le vainqueur doit soulever le débat. Aujourd'hui, si j'étais ivoirien, si j'avais l'honneur de connaître Gbagbo, j'allais lui dire, ne dis rien, observe-les, c'est entre eux, hein. C'est les voleurs qui ont commencé à se dénoncer. Laisse-les se dénoncer, ne mets pas ta bouche parce que demain on va dire que c'est toi qui crée encore le désordre. Laisse-les. Parce que quand ils te volaient, quand ils te martyrisaient, quand ils te traînaient dans la boue, quand ils t'emprisonnaient, mais ils n'ont pas demandé ton avis. Si aujourd'hui, entre voleurs, en fait, le problème, c'est quoi? Le pauvre Bourgi, il ne fait que, disons, terminer le travail de mise à mort. Parce que tout le monde sait ce que les autres en haut là-bas veulent. Ce n'est pas la peine de dire qui veut quoi. Bon, on est peut-être fatigué de l'autre, on veut le dégommer, on lui dit tu as été illégalement président. Mais s'il a été illégalement président, au fait, il n'est pas fautif. C'est ceux qui l'ont proclamé président. C'est les Nations Unies qui étaient là-bas, la CEDEAO qui était là-bas, l'Union africaine, il faut c'est tous des crapules, des bandits. Il faut les arrêter. Il ne faut pas seulement aujourd'hui, parce que ce qui est dangereux, ce que Bourgi a dit, c'est dans l'espoir de dresser encore Ivoiriens contre Ivoiriens pour qu'ils s'entretuent. Mais il ne faut pas que les Ivoiriens tombent dans le piège. Donc, mais les gens qui sont allés certifier la victoire de Ouattara, c'est à eux qu'il faut poser des questions. Ouattara, attends, moi je suis candidat, je suis chez moi. On vient me dire que j'ai gagné. Où est ma faute? Mais ceux qui ont dit que j'ai gagné, sachant, c'est aujourd'hui qu'on le sait, hein, qu'ils savaient que je n'ai pas gagné, c'est à eux qu'il faut poser des questions. Il faut que les Ivoiriens évitent le piège de commencer encore à s'entretuer pour faire les affaires de ce que nous connaissons. Seulement, j'ai toujours dit que c'est une erreur que certains chefs d'État africains continuent de croire que leur ancien colonisateur est devenu leur ami. Voilà. Si vous Monibo, pour refermer rapidement cette parenthèse, ce Sarkozy, Nicolas, il a quand même fait du tort à l'Afrique. Hein? Non, mais il a fait énormément du tort. Sarkozy a fait énormément du tort. Et encore que, il y a cela quelques mois, je pense, il est nommé conseiller par le président Alassane Ouattara dans un pays du Golfe. C'est triste. Ce que moi je voulais dire, les révélations de Bourgi, moi je pense que ça devrait servir de leçon à nos dirigeants. Les dirigeants actuels devraient comprendre que peu importe la manière dont vous servez la France, peu importe votre amour pour la France, un jour vous serez dénoncé. Un jour l'histoire retiendra que c'est comme ça. Vous avez pris l'argent qui aurait permis à des milliers de jeunes africains d'avoir des projets, d'avoir comment on appelle des projets de vie, d'avoir payé des milliers de millions qui allaient servir à payer des bourses. Vous avez pris ça pour aller financer des candidats en France, des gens qui en réalité sont vos bourreaux. Et donc, moi je pense que ceux qui sont là actuellement devraient comprendre que s'ils le font ou s'ils le faisaient jusque-là, les révélations de Bourgi devraient leur faire comprendre que là, il faut arrêter la saignée, parce que c'est de la saignée. Ça, c'est des formes de fuite de capitaux. Vous prenez l'argent des Africains pour aller financer des partis politiques en France. C'est une forme de pression qui s'exerce sur eux. Si vous ne donnez pas, on ne vous tient pas le col. Mais mieux vaut associer vos populations à votre gouvernance que d'aller chercher l'onction de la France, qui n'est en réalité qu'une onction éphémère qui, au finish, vous allez partir. Tous ceux qui ont servi la France, tous les chefs d'État qui ont servi la France, ou tous les candidats qui sont allés prendre l'onction de la France pour devenir président, mais ils ont fini. On a vu comment ils ont fini. On a vu tout récemment Ali Bongo, comment il a fini, malgré qu'il ait servi la France, malgré qu'il ait pris l'argent des Gabonais, même depuis son père, pour aller investir en France, pour aller prendre des appartements en France, pour aller prendre des biens qu'ils ont fini par appeler biens mal acquis. Vous ne pouvez pas servir la France et croire que
c'est, comment le dire, que vous servez la meilleure entité. La meilleure entité à servir, c'est la population africaine. Et quand vous servez de la population africaine, vous n'avez plus besoin de l'onction française qui n'est qu'une onction éphémère et destructrice comment on appelle à la fin de votre vie. Moi, je pense. Oui, pour revenir à notre débat, peut-être qu'on aura l'occasion d'allumer les projecteurs sur ces révélation, connue déjà de Robert Bourgi dans un autre forum. Il faut éviter de faire de nos chefs d'État des joueurs de djembé, c'est tout. C'est de jouer de djembé, nos chefs d'État. Il faut arrêter ça. Franchement, il faut arrêter ça. Ils ne vous seront jamais reconnaissants, ces gens-là. Ça ne sert à rien. Il a fini avec quoi, là, son excellence? Le Burkina compte plus de tentatives finalement de déstabilisation que les autres pays. Qu'est-ce qui explique cette récurrence? D'abord, géostratégiquement, il faut voir comment le Burkina est situé. Il est normal que pour ceux qui se prennent toujours pour les propriétaires légitimes des Noirs dans les plantations, qu'ils se disent que quelqu'un au Burkina dise que le pays lui appartient est un crime de lèse-majesté. Donc, il faut le dégommer. C'est matin, midi, soir. Il ne pense qu'à ça. En finir avec le jeune Traoré. Mais le jeune Traoré, il est protégé par son peuple. Il est protégé par ses ancêtres. Il est protégé par les mains de tous nos ancêtres africains. Quand tu prends tous ceux en Afrique australe, Afrique du Sud, toutes les souffrances, tu viens prendre toutes les souffrances dans nos pays ici pendant le temps colonial. Mais Gilles, j'ai l'impression qu'on ne vous raconte pas comment les gens vivaient dans nos pays pendant le temps colonial. On nous avait tout appris sauf la démocratie et les droits de l'homme. Donc, aujourd'hui qu'une âme désignée, choisie, lutte contre cet état de choses, on ne peut pas laisser le Burkina tranquille parce qu'on se dit, comme il est le plus jeune et que le plus agité, c'est pas qu'il est agité, il s'exprime, il parle, bon, si on le dégomme, les autres vont se taire. Mais le calcul est faux, parce que c'est pas la famille Barry qui a tout eu au Burkina gratuitement. C'est pas l'autre là, le Bassolé. En fait, c'est un officier, ce Bassolé. C'est un officier. C'est un officier, c'est un général qui a tout eu au Burkina, qui va aller recruter des gens pour qu'on aille à Bassolaga, tuer des civils. Je crois que graduellement, les Burkinabés, même ceux qui n'aimaient pas Traoré, se rendent compte qu'il est leur bouclier. Alors, il faut enlever le bouclier si vous voulez asservir encore le peuple. Moi, je dis ceci. Aucun peuple africain ne se laissera plus jamais asservir. Les anciens présidents, ils vont partir. Les nouveaux vont arriver. Même si certains donnent la priorité à la danse, mais je préfère un président qui danse avec son peuple qu'un autre qui tue le peuple. Donc, même si c'est des présidents danseurs, ils finiront par changer et savoir raison donner aux exploitants de toujours que il est temps, mes amis, qu'on se partage ne serait-ce que moitié les richesses de nos pays. Si quelqu'un refuse le partage moitié, bon, qu'est-ce que tu veux? Ça veut que tu es esclave, il veut que tu sois éternellement esclave et c'est à toi de te battre parce que l'esclavage ne marche que quand on l'a accepté. Nos dirigeants acceptent de moins en moins l'esclavage. Il est horrible, inacceptable que dès qu'un chef d'État africain manifeste tant soit peu un désir d'émancipation, qu'on le prenne pour l'ennemi de tel pays. Mais qu'est-ce que ce pays fait pour devenir mon ennemi? Moi, je veux juste que ma population vive mieux. Je veux juste que nous soyons plus libres. Que si je veux acheter un fusil de chasse, que je l'achète chez qui me le vend de meilleure qualité et meilleur prix. C'est tout. Et c'est à cause de ça, on va dire que non, tu es contre ce pays. Mais là, ce pays, tu risques d'avoir toute la planète sur son dos. Ouais, mais si vous devenez libre, on ne va plus jouer au djembé. C'est ça le vrai problème. Le djembé, il y en a encore. J'en vois dans la circulation. Heureusement que ça ne venait pas du Togo. Oui, le spectre de la dernière tentative au Burkina Faso semble plus large. Ouais. Les implications sont allées au-delà du pays avec des
personnes soupçonnées souvent en France, en Afrique. Même on a parlé de l'ancien président déchu d'Amiba. Pourquoi le phénomène prend-il de l'ampleur alors que les présumés complotistes sont connus? Je pense que c'est une très belle question. Avant de revenir même sur la question, moi, ce que je vois, je constate au Burkina Faso, avec les séries de tentatives de coup d'État, on se demande à qui profiterait cette tentative de coup d'État. Mais disons-le très clairement, cette tentative vont profiter, en tout cas si les coups d'État avaient eu lieu, mais elle allait, ces coups d'État, ils allaient profiter beaucoup plus à l'entité française, à l'entité france-africaine. Parce que le Burkina Faso, c'est l'un des 3 pays, disons-le très clairement, dans la sous-région, qui sont les plus souverainistes. Le Burkina Faso aujourd'hui a dit non, nous ne voulons plus rester sous la domination française.